Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois cette semaine à l'émission Le Show d'ici. L'émission, vous savez, où on rencontre des gens de notre secteur, des gens de la Lièvre, des gens de la petite nation qui viennent nous partager leur passion. Cette semaine, un seul invité, mais tout un invité, Pierre Leclerc, le directeur du boulevard de la Vallée. Monsieur Leclerc, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. J'ai eu l'occasion de vous recevoir, de vous interviewer à multiples occasions au moment où j'étais dans les souliers là, du journaliste à TVC. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Même chose pour moi. On va parler évidemment du boulevard de la Vallée. Oui. Si vous permettez, on va prendre quelques instants en début d'émission pour bien situer les gens. Boulevard de la Vallée, c'est-tu un boulevard quelque part à Buckingham dont on a oublié le nom ou... Pas tout à fait. En fait, il y a une symbolique avec le nom boulevard, par exemple. Mais non, c'est un organisme en santé mentale adulte. C'est une clientèle, bon, on sait qu'une personne sur 5 va vivre un trouble de santé mentale dans sa vie. Puis on se plaît à dire aussi que la dépression majeure menace 10 personnes sur 10. C'est une façon de dire que... Ça exclut pas beaucoup de gens, hein? Non, menace. On dit bien pas nécessairement qu'ils vont faire une dépression, mais la dépression menace tout le monde. Alors, c'est une clientèle adulte qui nous est majoritairement référée par le CLSC, hôpital. Et ce qu'on offre, c'est des activités d'intégration sociale et de réadaptation via plusieurs volets artistiques, via des groupes d'entraide, des groupes de discussion. En fait, ce qu'on vise, c'est que les gens se réapproprient du pouvoir sur leur vie au-delà du trouble mental pour qu'ils puissent ensuite cheminer puis développer leurs aspirations en fonction de nouvelles limites que des fois la maladie t'impose. Alors, c'est un peu ça. Puis, à l'image d'un boulevard, d'une rue, on le sait que quand on voyage, par exemple, en auto, des fois, on a besoin de faire le plein. Des fois, on va arrêter à une halte routière pour, question de voir le paysage un peu. Une route, c'est jamais droit, sauf la 66 aux États-Unis, là, mais sinon, c'est souvent, il y a des courbes, il y a des zigzags, il y a des pentes. Alors, c'est un peu à l'image d'un cheminement de vie, hein? C'est pas en ligne droite. Puis des fois, on a besoin de s'arrêter pour réfléchir. Bon, je suis qui, puis je m'en vais où? Fait que d'où le nom boulevard, mais le art à la fin, c'est ART. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est pas quelqu'un qui ne savait pas écrire. C'est vraiment choisi ART pour les arts. En fait, oui, pour les arts, mais il y a aussi une signification. Le A, c'est l'autonomie. Le R, c'est le rétablissement. Et le T, c'est les talents. On a une approche qui mise beaucoup sur les forces des individus, quels qu'ils soient. Puis on a une approche, évidemment, qui les amène un peu dans leur créativité. Pourquoi pas réinventer sa vie quand on en a l'occasion, ou rêver sa vie. On n'a pas la prétention de faire des artistes, c'est pas le but non plus. Puis on n'a pas besoin d'avoir de talent artistique non plus, c'est pas un critère. Mais à travers différents médiums, soit l'écriture, des cours d'art, de la musique, même de la cuisine collective, de la couture, c'est que les gens, ils se remettent en action et tranquillement, des fois, il y a des passions qui naissent de là. C'est drôlement intéressant de voir ça. Mais il y a toute une estime qui se reconstruit. Et là, on peut, à partir de l'estime, il y a de l'espoir qui vient avec ça. Puis c'est là que tu peux te reprojeter dans un futur, des fois pas si lointain, puis qui remet du sens sur « OK, je veux faire quoi de ma vie? C'est pas vrai, je suis pas que schizophrène, je suis pas qu'un anxieux. » Oui, j'ai ce trouble-là, mais j'ai un côté de moi qui est sain, qui veut vivre, puis qui veut aller de l'avant. Ce qui est intéressant quand on se promène là, sur la rue McLaren, ici à Buckingham, vous avez une belle petite boutique où les gens peuvent aller acheter des cadeaux. C'est de l'artisanat, en fait. Et j'imagine que pour les gens qui réalisent ces œuvres-là, qui sont la clientèle du boulevard, ça doit être assez valorisant quand notre talent est reconnu assez pour que quelqu'un veuille s'en procurer une copie. Oui, tout à fait. Il y a une grande fierté qui va avec ça. Il faut dire qu'au niveau des arts, en fait, on a une formatrice en art. La personne qui est là à temps plein, c'est pas une intervenante, c'est d'abord et avant tout une artiste qu'on a embauchée pour initier les gens aux arts. On a le volet de menuiserie aussi. En fait, c'est des plateaux de travail, autant au niveau des arts que... En fait, il y a de l'art libre, l'art dirigé qui s'adresse à toute la clientèle, mais il y a un volet qui est plateau de travail. Menuiserie, on a un plateau de travail et tout ce qui se fait dans ces volets-là s'en va pour la boutique. Puis oui, il y a une grande fierté qui est là. En même temps, la boutique, c'est tellement
un beau levier de sensibilisation pour la population. Les gens confondent encore beaucoup déficience intellectuelle, troubles mentaux. C'est pas la même chose. Ils ont chacun leur défi à relever. Et de présenter la santé mentale à partir du côté plus lumineux, je dirais, plus créatif, c'est intéressant, tu sais, parce que le côté malade, il y a tout un réseau de la santé qui s'en occupe. Alors nous, on essaie de travailler plus à partir des forces. Puis oui, il y a un talent fou qui est là-dedans. C'est vraiment... Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que nos travailleurs, c'est des gens qui sont issus de notre clientèle, qui ont été formés en service à la clientèle, tout ça. Fait que ça crée des petits emplois à temps partiel aussi, là. On va revenir, bien sûr, sur les projets du boulevard de la Vallée. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Pierre Leclerc. Vous êtes natif, en fait, de la région. Là, on vous dites de Montebello, même si vous venez de l'autre côté de la rivière, parce que vos parents sont déménagés. Vous êtes arrivé ici assez tôt. Ouais. 4 enfants dans la famille. Ouais. Et quel genre de valeurs vous avez reçues là, de votre noyau familial? Parce qu'on dit souvent, M. Leclerc, que ça se pense en fait, là, de 0 à 6 ans. C'est là qu'on bâtit la personnalité qu'on devient. Oui. En grande partie. Moi, des fois, je nuance ça, mais c'est pas le propos. Écoutez, les valeurs, je dirais... c'est toujours intéressant parce que je me suis déjà questionné à ce niveau-là. Tu sais, ce que ma mère m'a laissé, ce que mon père m'a laissé. Ma mère, je dirais que c'est sûrement le sens du travail. Ma mère, c'était un bourreau de travail. Elle avait des enfants, elle a travaillé comme couturière, il y avait toute la maison, tout ça. Mon père, c'est son côté, je pense, plus spirituel, curieusement. Mon père était religieux, lui, 5 ans avant de se marier. C'est sûr que ça l'a teinté sa personne, il croyait sûrement avant. Inévitablement, je dirais que ça a dû teinter aussi notre éducation, même s'il n'y a jamais eu d'obligation. Mais ce côté-là de sens, de quelque chose de plus grand que soi, puis de faire confiance des fois à la vie, tu sais, ça me vient plus de mon père, de faire confiance, mais en même temps, il faut que tu sois en action aussi, parce que ça ne se produira pas tout seul comme ça. Puis il y avait une... Ouais, c'est pas par miracle non plus. Mon père avait cette notion-là de nuancer que tout ne se passe pas par magie. Et ça fait donc un drôle d'alliage parce que faut que tu travailles. Donc, ce qui vient de ma mère pour obtenir des fois ce que tu veux. Là où il y a une énergie, bon, appelons-la comme on veut, là, qui peut se manifester, moi, ce que je crois, c'est plus dans des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. Quand une porte se ferme, on est des fois déçus sur le coup, mais avec le recul, on se dit, tabarnouche, si cette porte-là n'était pas fermée, je ne serais pas allé là. Voilà. Et ça, je trouve que ça donne un élan, une confiance, mais en même temps, c'est pas en restant assis que les portes vont s'ouvrir ou se fermer. Vous êtes, bon, bien sûr, directeur, mais vous êtes psychoéducateur, c'est votre formation. Ouais. Qu'est-ce qui, dans votre cheminement personnel, vous a fait choisir cette voie-là? Est-ce qu'il y avait déjà des intérêts ou des exemples de vie que vous aviez? En fait, la psychologie m'a toujours intéressé. Il faut dire qu'au secondaire, je n'aimais pas tant l'école que ça. Je réussissais bien, là, mais ce qui fait que j'ai fait un calcul rapide. Je suis allé, moi, comme commis comptable au secondaire. Fait que je me disais, comme ça, si j'arrête après mon secondaire 5, j'ai un diplôme commis comptable, puis j'ai pas besoin d'aller au cégep. Puis si ça me tente, j'y risque. Alors, je suis allé chercher mon diplôme commis comptable, puis j'aime les chiffres aussi. Finalement, je me suis retrouvé au cégep en administration. Mes cours complémentaires, je les avais mis en psychologie parce que ça m'intéressait. Au secondaire aussi, je me rappelle le conseiller d'orientation, quand j'avais vérifié ce qui était en psychologie, travail social, psychoéducation, dès qu'il m'a dit, écoute, c'est 2 ans de cégep, 3 ans d'université, je dis, OK, oublie ça. C'est le 3 ans d'université qui faisait peur à ce moment-là? Oui, c'est comme, tu sais, puis on le sait, hein, au secondaire, tu sais, on rentre là, on est des petits bouts, puis on sort des jeunes hommes, il y a toute une transformation physique, psychologique qui se fait, puis j'avais hâte, je pense, de sortir de là. Mais après 1 an de cégep, je me suis dit, bon, là, j'ai un choix à faire, là. Ou je maintiens un domaine qui m'intéresse peut-être un peu moins, l'administration, pour finir plus vite, ou j'accepte d'aller à l'école plus longtemps et de faire quelque chose qui me fera probablement, qui va m'amener plus loin ou qui va me nourrir plus. Alors, j'ai changé ça pour la psychologie et j'ai fait la psychoéducation après.
Et est-ce que, bon, au sortir de l'université, ici à Ottawa, vous avez étudié? À Hull. À Hull, Université du Québec, à Hull dans le temps, l'UQO maintenant. Oui. Est-ce que, dès le sortir de l'université, vous avez commencé à travailler dans votre domaine? En fait, avec une collègue de l'université, on a ouvert une maison de jeunes à l'époque. C'était nos premières armes, donc on l'avait déjà puis conçu de A à Z. Et rapidement, j'ai réalisé que le développer des programmes, des organismes, j'aimais ça. Je suis revenu plus tard parce qu'après ça, j'ai fait quelques années là. On voulait comme solidifier l'organisme. Ensuite, je suis allé plus au niveau scolaire. J'ai été quand même plusieurs années intervenant dans le réseau scolaire. Puis finalement, je me suis retrouvé en développement socio-économique pendant 7-8 ans. Plus socio-communautaire pour une CEDEC, qui était une coopérative de développement économique communautaire. Puis là, encore là, ça me confirmait le goût du développement. Puis c'est ce qui m'a amené tranquillement au boulevard. À un moment donné, il y a le conseil d'administration provisoire qui était formé, puis il était à la recherche d'un directeur pour démarrer quelque chose en santé mentale. Puis j'y ai pensé 2 fois. Par exemple, j'avoue, j'avais un jeune enfant à l'époque, très jeune. Puis j'aspirais peut-être travailler 4 jours semaine à ce moment-là. Je me rappelle, j'avais dit ça à ma blonde. Et finalement, d'accepter le job du boulevard, on oublie les 4 jours semaine. Ça a été énormément de travail mettre ça sur pied. Mais il reste que vous avez quand même mis sur pied le boulevard, en tout cas de ceux qui l'ont parti, qui était la première chose que vous avez fait aussi au sortir de de l'université. Est-ce que cette expérience-là que vous aviez eue dans les années précédentes ou les années après votre université, est-ce que vous avez l'impression que ça vous a été utile au moment où vous êtes arrivé au boulevard? Clairement. Clairement, c'est fou comment la somme de plein d'expériences culmine à un moment donné. Parce que c'est de la gestion, beaucoup aussi le boulevard. Là. C'est, oui, déterminer les orientations, la philosophie d'intervention, tout ça, mais c'est de gérer quand même une enveloppe qui en tout et partout, parce qu'on a de l'hébergement, on a aussi un centre à Saint-André, c'est comme près d'1 million. Donc, il faut gérer des grosses enveloppes. L'intervention me sensibilisait déjà à tout ce qui est souffrance humaine, évidemment. J'ai accompagné aussi, par mon travail en développement socio-communautaire et économique, des fois des organismes un peu dans une révision de leur situation, des besoins. Fait que tu t'en rends pas compte sur le coup, mais assez vite, tu réalises que quand tu es dans cette chaise-là, finalement, tu as plein d'expériences. Même des fois, peut-être certaines expériences que tu n'as pas fait de sens encore dessus, que tu réalises qui te servent là, maintenant. Et la petite formation de commis comptable à tous les jours, j'imagine, vous devez... Quelle est là que vous en servez, finalement? Oui, bien en fait, j'ai la chance d'avoir une adjointe exceptionnelle. Alors, c'est plus elle maintenant qui le fait, mais oui, il faut des connaissances quand même comptables. Je fais quand même les budgets. Mais tout ce qui est l'entrée de données, tout ça, c'est Chantal qui est une perle. Là, comme c'est un gros morceau dans un organisme, mine de rien. C'est ce qui fait que quand le comptable arrive, à la fin de l'année financière, tout est en ordre, tout est là. Lui, il a juste à bâtir les états financiers. Et ça, c'est un gros soulagement pour un DG, évidemment. Là. Alors, une porte s'ouvre, une porte se ferme. On va fermer la porte de notre première partie et on revient tout de suite après la pause avec notre deuxième partie avec Pierre Leclerc. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. On est de retour pour continuer notre discussion avec Pierre Leclerc. Pierre, juste avant la pause, on a parlé un petit peu de votre parcours, on a parlé rapidement de maladies mentales ou de... Je suis sûr qu'on en discute un petit peu plus parce que on est, oui, en 2018. Oui, il y a des campagnes de sensibilisation qui se font à la télé, dans les journaux, sur Internet et tout ça. Et pourtant, on a encore l'impression que c'est tabou, qu'on a de la difficulté à en parler, que c'est pas facile. Comment vous pouvez... En fait, comment on peut justifier que ce soit encore tabou maintenant? C'est vrai que c'est réel, la stigmatisation est encore là, les préjugés sont là.
Je sais pas, quelqu'un, souvent les maladies physiques, une jambe cassée, tout ça, ça se voit. C'est facile, tu le vois, la personne, tu vas lui ouvrir la porte, ça interpelle de l'aide. Dès qu'il s'agit de troubles mentaux, c'est pas évident, ça se voit pas. C'est pas écrit dans leur front non plus. Je suis convaincu que tout le monde qui écoute côtoie ou ont côtoyé des gens peut-être qui ont un trouble mental, mais ils ne le savaient pas. Mais les préjugés existent et ils font souvent plus peur, plus mal même que la maladie. Ça, c'est un témoignage qu'on a eu d'une dame qui fréquente. Ce qu'on ne connaît pas fait peur. En même temps, je ne sais pas, on est dans une société individualiste, alors peut-être que... Puis on s'évalue toujours par la performance. Alors souvent, il y a beaucoup de cette clientèle-là, de ces gens-là, qui sont inaptes au travail actuellement. Fait que, alors, c'est facile de se dire, ah, c'est des paresseux. Ils se battraient derrière puis ils seraient capables. Sauf que il y a des maladies qui sont vraiment présentes et c'est très souffrant. Et quand tu as le diagnostic et quand tu es atteint d'un trouble mental, à un moment donné, le tapis glisse sur les pieds, là. Tu n'as plus confiance en tes moyens, tu n'as plus confiance en toi, tu te refermes sur toi, tu t'isoles. Tu veux surtout éviter les questions. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un, souvent la question c'est « Puis, qu'est-ce que tu fais de bon? » Et quand tu es en arrêt de travail, si tu es tombé en bas d'un échafaud, ça se dit bien, mais si tu dis « Bien, je suis en dépression », tu le sais qu'il y en a qui vont penser « Ben, c'est un paresseux ». Fait que des fois, tu n'oses pas trop le dire, tu sais. Il y a tout le phénomène aussi de la médication. Parce qu'il y a des maladies où on n'a pas le choix que de médicamenter pour être capable de s'équilibrer, mais tout le phénomène, tout le temps que ça prend avant de trouver la bonne médication, des fois, c'est assez pénible pour les gens qui le vivent. Tout à fait. C'est plate, mais c'est un peu essai-erreur parce que chaque métabolisme ne va pas réagir de la même façon aux molécules qu'il y a dans les médicaments. On est dans une société qui prescrit aussi assez allègrement, merci. Je trouve qu'on a perdu de vue l'aspect thérapeutique en santé mentale. Il y a un temps où il y avait plus de psychologues ou des psychiatres qui faisaient de la thérapie. Maintenant, on va donner des pilules, ça gèle l'émotion. Ouais. Et ces gens-là, quand ils veulent diminuer leur médication, parce qu'on ne se cachera pas qu'il y a des effets secondaires parfois importants, ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions, là. Moi, il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait lâché, c'est un trouble anxieux important qu'il a. Et une première fois, il a cessé certains de ses médicaments. Puis ce qu'il m'a dit, c'est ma femme, j'étais à un cheveu de prendre la porte. Là. Ah ouais. Hein? Ma femme n'était plus capable. Là. J'étais plus agressif, plus. Alors, il a recommencé ses médicaments. Et ensuite, avec l'accord de son médecin et un suivi plus serré, il a diminué. Il y a un sevrage à faire, il y a un suivi à assurer. Puis ça a fonctionné. Ce qui fait que là, il y a moins les effets secondaires d'un des médicaments. C'est sûr qu'en même temps, il était confronté à là, il faut que je la gère plus, mon anxiété, parce que la pilule ne fait plus l'effet, là. Alors, il y a d'autres apprentissages à faire. Fait que c'est sûr que, autant le CLSC, nous, sur notre bord aussi, il y a des outils qu'on peut utiliser, mais c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas de gaieté de cœur que ces gens-là se retrouvent là où ils sont, là. Vous le disiez tantôt, statistique assez intéressante, 10 personnes sur 10 sont susceptibles de faire une dépression majeure un jour ou l'autre dans notre vie. C'est quoi les signes? Y en a-tu des signes? Est-ce qu'on peut le sentir à l'intérieur de notre personne que « Oh, je vais faire attention, ça s'en vient peut-être ». Je pense qu'il y a des signes. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut les voir? Ben voilà. Des fois, je pense notre entourage, parfois, est mieux placé que nous. Puis des fois, même là, quand il nous dit « Mon Dieu, tu sais, il me semble que... » Et tu réagis promptement, tu n'as plus faim, tu dors mal. Tu sais, bon, les caractéristiques de la dépression, il y a souvent ça, des problèmes de sommeil, d'alimentation, de motivation. Il n'y a plus rien qui me tente. Je reste assis, je reste dans le noir, je m'isole. Des fois, c'est les gens autour qui observent plus que nous. Certains sentent que ça ne va pas. Idéalement, c'est d'avoir le réflexe d'aller consulter son médecin, d'en discuter avec les proches aussi, mais inévitablement, à un moment donné, d'aller voir un professionnel. Tu sais, je dis souvent, Caroline, à chaque automne, quasiment, on rentre notre auto au garage pour s'assurer qu'il y a du bon fonctionnement pour l'hiver. La mécanique humaine est pas mal plus compliquée qu'une voiture. Puis on ne prend pas ce temps-là, des fois, avec soi-même.
sais, il existe des facteurs de protection aussi. Il faut apprendre, il faut avoir un bon réseau social, il faut, autant que possible, l'exercice. L'alimentation peut jouer. C'est sûr qu'il y a des maladies qui c'est plus un mauvais fonctionnement, mais même là, tu sais, se donner des temps de loisirs, des passions, comme on se disait hors onde. Le travail, c'est une chose, mais on a aussi d'autres passions, des fois, dans la vie. Parce qu'on peut avoir des fois l'impression que le travail, ce n'est que notre vie. Puis à partir du moment où c'est le seul sens à notre vie, il y a peut-être un problème qu'on doit commencer à identifier. Oui, puis c'est le cas. On est dans une société de production, évidemment. Tant qu'on s'en nourrit, ça va. C'est le jour où l'emploi ne nous nourrit plus autant. Si je n'ai pas développé d'autres alternatives, puis même quand ça goûte bon, ma job, là, ça peut être sain que j'ai d'autres talents, assurément. Tu sais, moi, j'y crois énormément. Les gens ont tous des talents, puis pas nécessairement juste un. Et puis des fois, dans un emploi, on développe une partie de nos talents. Il y en a d'autres qui sont en dormance, mais c'est intéressant d'aller les développer. Puis encore faut-il avoir l'énergie pour le faire aussi, parce qu'en même temps, ça va vite. Hein? Les enfants embarquent, ensuite, là, il faut changer d'auto, parce que là, les enfants grandissent, donc je ne peux pas diminuer mes heures au travail, j'en ai besoin. Fait que c'est une course constante, des fois. Puis il y en a certains pour qui la maladie vient justement faire dire « Wow! » Tu sais, il y a quelqu'un qui disait « Ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. » Mais l'important, c'est d'apprendre. L'important, c'est d'apprendre. Mais c'est peut-être pas nécessaire d'aller jusque-là. Voilà. C'est un sujet que j'aimerais bien gros aborder avec vous. Puis même si je sais que c'est pas nécessairement votre champ d'expertise, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'intimidation. Ouais. Parce qu'on vit dans un monde où c'est tellement facile, on le disait tantôt, de juger l'autre. Et on le juge selon nos propres valeurs, selon ce qu'on pense, nous, qui est bon. On peut s'apercevoir non seulement que c'est pas agréable pour celui qui subit l'intimidation au moment où il l'a subi, mais il y a des répercussions souvent plus tard dans le temps. Oui, importantes. J'aimerais et puis, je vous le partage, moi, ce qui m'a troublé beaucoup il y a quelques semaines, c'est le témoignage du professeur du Petit Bissonnette à Québec qui a parlé d'intimidation tout au long, à tous les jours pendant son secondaire. Et des années plus tard, il va poser les gestes qu'il a posés. Est-ce que c'est pas un petit peu toute la société ou tous les intimidateurs qui sont un petit peu responsables, même si le geste est absolument pas excusable? Non, c'est ça. Oui, c'est sûr que c'est intéressant. J'ai aussi lu l'article de son professeur qui a témoigné de son vécu à l'école. Ouais. Ça permet peut-être ça n'excuse pas, définitivement pas, parce qu'il y a d'autres façons que de rentrer dans une mosquée avec un K-47. Mais ça peut nous aider à comprendre ce qui peut l'avoir amené là. Puis ça commence tôt, on le sait. Je suis pas, je le dis tout de suite, là, c'est pas un domaine d'expertise, effectivement, pour moi. Je n'ai pas étudié ce phénomène-là spécifiquement. Je pense qu'il y a des enfants... Bon, les enfants sont souvent assez prompts dans leurs commentaires. Je pense que beaucoup sous-estiment l'effet que ça peut faire chez quelqu'un. Les jeunes ont des histoires de vie, des fois, qu'on ne connaît pas. Quand j'étais intervenant scolaire, à un moment donné, j'avais mis dans un des rapports que je devais produire quelques situations avec lesquelles de jeunes avec qui j'ai travaillé. Puis quelqu'un à la commission scolaire m'avait dit « Mais ça, c'est fictif, là, c'est pas... » Ben non, ça se passe dans votre école, là. C'est du vrai vécu, là. Des fois, c'est comme alarmant, effectivement, puis... il y a de la colère, probablement, chez les intimidateurs. Je pense qu'il y a un fond colérique qui pourrait s'expliquer par plein d'autres choses. Il ne s'agit pas de chercher un coupable, mais je ne pense pas qu'on est méchant juste pour être méchant. Surtout, la différence, peut-être encore. Il y en a un qui est différent, fait que c'est facile Mais en même temps, je pense qu'il y a un mouvement qui se crée pour sensibiliser davantage. Il y a des écoles qui organisent des mini-formations sur la gestion adéquate des conflits. Ouais. Alors, si je sais gérer mes conflits ou plus gérer ma colère, bien, j'aurais peut-être moins ce besoin-là d'écraser quelqu'un d'autre, soit par mes propos ou même physiquement, pour me soulager. Il n'y a pas aussi beaucoup de responsabilité de la part des parents, parce que les enfants...
vont souvent répéter ce que les parents font, et c'est souvent les parents entre eux qui s'intimident ou qui se jugent, qui jugent la personne qui est différente d'eux. Oui, là, je vais être prudent parce que on a souvent tendance à rejeter toujours le blâme sur les parents. Il ne faut pas perdre de vue que le système récupère nos enfants très jeunes. Hein? Le CPE, là, ça y est, ils viennent de prendre le contrôle de... Moi, personnellement, quand mes enfants étaient là, j'ai réalisé les influences que pouvait avoir un milieu. Les enfants revenaient puis disaient des choses qui ne se disaient pas chez nous. Là. Ouais. Et là, tu te rends compte que tu n'es plus le seul influence de... Je pense que c'est multifactoriel, mais je pense qu'il faut aussi être prudent avant de jeter la pierre aux parents d'un intimidateur, parce qu'il a son vécu à lui aussi. Puis des fois, dans le train-train quotidien, le parent n'a peut-être pas eu le temps de voir ça aller, puis en même temps, plus ils vieillissent, plus ils ont leur jardin secret. Ouais, je pense que c'est moins de chercher le coupable que de voir comment, comme société, puis je pense qu'on faut tous qu'on soit interpellés. Quand on voit une situation, c'est de la dénoncer, d'intervenir s'il faut. Pierre Leclerc, 14 ans au boulevard. Il y a encore plein de projets, plein de belles choses qui se sont produites. Il nous reste environ 1 minute 30 secondes à l'émission. Qu'est-ce qui s'en vient pour Pierre Leclerc et le boulevard de la Vallée? Hey, quelle bonne question, je ne le sais pas. Le rapport annuel et l'Assemblée générale annuelle à court terme, c'est sûr. Écoutez, en tout cas, pour moi, c'est sûr que là, c'est ce que je regarde, c'est grandir mes enfants. J'ai de jeunes enfants, alors je tripe à voir leur cheminement. Un rentre au cégep, l'autre rentre au secondaire. C'est passionnant de voir comment ils tirent leurs épingles du jeu dans ce mouvement-là de changement aussi. Le boulevard, on continue à être à l'affût des besoins émergents. On a des fois des projets là, pour mieux répondre aux différents besoins. Et la passion est toujours là. On la sent quand on parle à Pierre Leclerc du boulevard de la Vallée. La passion est toujours là? Oui. Voilà. Écoutez, on va souhaiter longue vie au boulevard de la Vallée. Je sais que vous accueillez des jeunes ici dans le secteur Buckingham et tout juste à côté à Saint-André-Avelin. Je dis des jeunes, mais ce sont des jeunes adultes, en fait des adultes en difficulté. Merci pour tout le bien que vous faites à la société. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quant à nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Mon nom est Michel Pilote. Bonne fin de soirée.